Un garçon, lors de son procès, dit à la juge « Vous êtes ma mère, je suis juste ici pour vous rencontrer ». Ce qui se passe ensuite choque tout le monde. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous de quelle ville vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Bonne histoire à tous. Le palais de justice de Strasbourg, imposant avec ses colonnes néoclassiques, résonnait sous les pas assurés d'Élisabeth Mercier. À 53 ans, cette magistrate respectée traversait les couloirs avec l'autorité que lui conféraient ses 20 années de carrière. Ses cheveux châtains, coupés en un carré strict, encadraient un visage aux traits fins mais fermes, marqué par une détermination qui avait fait sa réputation. Dans sa robe noire, elle incarnait la justice alsacienne, inflexible mais équitable. Ce matin-là, la brume hivernale enveloppait les toits de la ville, tandis que les eaux de l'île reflétaient le ciel gris. Pour Élisabeth, ce n'était qu'une journée ordinaire, une audience mineure concernant un adolescent accusé d'intrusion dans une propriété privée. Rien qui ne sorte de l'ordinaire dans son tribunal du quartier de la Petite France. La salle d'audience se remplit peu à peu. Élisabeth consulta le dossier. Mathis Durand, 13 ans, surpris dans les jardins privés d'une résidence cossue. Un cas banal de délinquance juvénile. Elle ajusta ses lunettes et observa l'adolescent qui entrait, accompagné de son avocat commis d'office. Cheveux bruns en bataille, yeux verts perçants, une expression à la fois rebelle et vulnérable. « L'audience est ouverte », annonça-t-elle de sa voix claire qui imposait immédiatement le silence. La procédure débuta normalement. L'avocat plaida les circonstances atténuantes, évoquant l'absence de figure parentale depuis le récent décès de Sophie Durand, la mère adoptive de Mathis. Élisabeth écoutait attentivement, comme elle l'avait toujours fait, séparant méticuleusement les faits des émotions. « Mathis, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense » demanda-t-elle finalement, suivant le protocole habituel. Le garçon se leva lentement. Ses mains tremblèrent légèrement, mais son regard restait fixé sur elle avec une intensité déconcertante. « Oui, madame la juge, j'ai quelque chose à dire », répondit-il d'une voix qui trahissait son jeune âge. « Mais ce n'est pas à propos de ce que j'ai fait. » Un murmure parcourut l'assistance. Élisabeth fronça les sourcils, prête à rappeler le garçon à l'ordre. « Je sais qui vous êtes », poursuivit Mathis. « Ma mère adoptive, Sophie, avant de... » Sa voix se brisa légèrement. « Avant de nous quitter, m'a montré une photo. Elle m'a tout raconté. » Le cœur d'Élisabeth manqua un battement. Une sensation glaciale l'envahit, remontant le long de sa colonne vertébrale. « Vous êtes ma mère biologique », lança Mathis dans un silence soudain assourdissant. La salle entière se figea. Élisabeth sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce secret, enfoui depuis 13 ans dans les recoins les plus sombres de son âme, venait d'éclater en pleine lumière, devant une audience médusée. La séance est suspendue, parvint à articuler Élisabeth, la voix étranglée, avant de se retirer dans son bureau d'un pas chancelant. Les murs lambrissés de son refuge professionnel, témoins silencieux de tant de décisions difficiles, semblaient maintenant l'étouffer. Ses mains tremblantes cherchèrent appui sur le bureau en chêne massif. Des images longtemps refoulées ressurgissaient. L'hôpital de Strasbourg sous la neige, les cris d'un nouveau-né, les supplications de Jean-Philippe, son mari de l'époque, répétant qu'ils n'étaient pas prêts, que leur carrière passerait avant tout. 3 coups discrets résonnèrent à la porte. C'était Camille Laurent, l'assistante sociale qui suivait le dossier de Mathis. Une femme d'une 40aine d'années, dont le regard bienveillant mais direct ne laissait aucune place à la dissimulation. « Je suppose que vous savez pourquoi je suis ici », dit Camille en prenant place face à Élisabeth. « Comment est-ce possible ? Le dossier était scellé », murmura la juge, encore sous le choc. Sophie Durand a mené sa propre enquête pendant des années. Sur son lit de maladie, elle a jugé que Mathis méritait de connaître ses origines. Le silence s'installa entre les deux femmes, lourd de non-dits et de questions. « Il veut vous parler », ajouta finalement Camille. En privé. L'entretien eut lieu dans une petite salle de conférence. Mathis était assis seul, ses jambes ne touchant pas tout à fait le sol. L'adolescent semblait soudain beaucoup plus jeune, vulnérable. Élisabeth prit place face à lui, incapable de trouver les mots justes. « Pourquoi ?» La question de Mathis résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce silencieuse. « Est-ce que je n'étais pas assez bien pour être aimé ?» La gorge d'Élisabeth se serra douloureusement. « Ce n'était pas toi, Mathis, c'était moi. J'étais jeune magistrate. Mon mari me répétait que nous n'étions pas prêts, que tu aurais une vie meilleure avec des parents qui désiraient vraiment un enfant. »« Mais vous étiez ma mère !»
l'interrompit-il, des larmes de colère brillant dans ses yeux verts. Ses yeux à elle, réalisa-t-elle avec un choc. Oui, admit-elle dans un souffle. Et pas un seul jour n'est passé sans que je pense à toi, sans que je me demande qui tu devenais, sans que je regrette ma décision. Elle lui raconta alors comment elle s'était plongée dans le travail après son départ, comment son mariage s'était désintégré sous le poids du non-dit, comment elle avait gravi les échelons de la magistrature en se réfugiant dans une rigueur professionnelle qui masquait sa blessure personnelle. « Sophie t'aimait profondément, dit-elle finalement. Elle t'a offert ce que je n'ai pas su te donner. Elle est partie, répondit simplement Mathis, sa voix trahissant la profondeur de sa perte récente. Elisabeth comprit alors que leurs cicatrices, bien que différentes, résonnaient en écho. Ils étaient deux âmes blessées, unies par le sang mais séparées par les choix du passé, confrontées maintenant à l'impossible tâche de reconstruire ce qui n'avait jamais existé. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans une danse hésitante, entre rapprochement et distance. Elisabeth avait obtenu une pause dans ses fonctions au tribunal, prétextant des raisons personnelles. Pour la première fois de sa carrière, elle avait mis sa vie professionnelle en suspens. La vérité était désormais connue de quelques collègues proches, mais les regards curieux et les chuchotements dans les couloirs du palais de justice lui importaient peu. Strasbourg déployait son printemps le long des berges de l'île. Elisabeth commença par de petites visites dans le foyer temporaire où résidait Mathis depuis le décès de Sophie. Elle apparaissait d'abord comme une visiteuse officielle, puis progressivement comme une présence régulière. Elle découvrit que son fils, ce mot résonnait encore étrangement dans son esprit, passait des heures au jardin de l'orangerie, dessinant les cygnes et les canards qui peuplèrent l'étang. « Tu as un vrai talent », lui dit-elle un jour, observant les croquis précis qu'il réalisait. Un compliment simple, sincère, qui fut accueilli par un haussement d'épaules. « Sophie disait que je tenais ça de mon père biologique », répondit Mathis, après un long silence. Elle disait qu'il était architecte. Elisabeth sentit son cœur se serrer. Jean-Philippe dessinait effectivement très bien, confirma-t-elle doucement. Il concevait des bâtiments qui respectaient l'environnement. Ce fut leur première vraie conversation sur le passé, brève mais authentique. Progressivement, leurs rencontres s'étendirent au-delà du foyer. Ils explorèrent ensemble la cathédrale de Strasbourg, Mathis s'émerveillant des vitraux et de l'horloge astronomique, Elisabeth redécouvrant sa ville natale à travers les yeux de son fils. Ils partageaient occasionnellement un repas dans les Winstubs, ces restaurants typiquement alsaciens, où Mathis découvrait avec curiosité la choucroute et les flammkueche qu'elle appréciait depuis l'enfance. Pourtant, les moments de connexion alternaient avec des phases de retrait. Parfois, sans raison apparente, Mathis se refermait comme une huître, refusant tout contact pendant plusieurs jours. Elisabeth respectait ses distances, comprenant que la confiance ne se construirait pas en un jour. « Il a peur de s'attacher à nouveau pour être abandonné encore une fois », lui expliqua Camille Laurent lors d'une de leurs rencontres régulières. « Le deuil de Sophie est encore frais, et votre apparition dans sa vie représente à la fois une promesse et une menace. » Elisabeth, habituée à résoudre les problèmes par la logique et l'application rigoureuse des principes, se trouvait désarmée face à cette situation où aucune règle claire ne s'appliquait. Pour la première fois, elle devait naviguer sans boussole, guidée uniquement par son instinct maternel si longtemps réprimé. « Est-ce que je fais une erreur ?» demanda-t-elle un soir à Camille, alors qu'elle discutait dans un café près de la place Kléber. « Peut-être que mon apparition dans sa vie ne fait que compliquer son deuil. » « L'erreur serait de disparaître à nouveau, » répondit simplement l'assistante sociale. « Il a besoin de constance maintenant, même dans la difficulté. » Cette nuit-là, dans son appartement du quartier de la Neustadt, Elisabeth contempla longuement les lumières de la ville à travers sa fenêtre. La juge implacable, toujours sûre de ses décisions, se trouvait maintenant sur un terrain inconnu, où chaque pas pouvait soit construire un pont, soit creuser un fossé encore plus profond. L'été baignait Strasbourg d'une lumière dorée. 6 mois s'étaient écoulés depuis la révélation au tribunal. Dans le petit appartement qu'Elisabeth avait aménagé près du parc des Comtades, une chambre attendait. Pas encore occupée à plein temps, mais régulièrement visitée. Les murs, autrefois nus, s'ornaient maintenant des dessins de Matisse, témoins silencieux de leur rapprochement progressif. Ce jour-là, Elisabeth avait pris une décision importante. Après des semaines de réflexion et de consultation avec Camille, elle avait déposé une demande officielle pour obtenir la garde légale de Matisse. Le dossier reposait maintenant sur le bureau d'un de ses collègues magistrats,
Et l'attente était à la fois excitante et terrifiante. « Et si je ne suis toujours pas à la hauteur ?» confia-t-elle à Camille, alors qu'elles observaient Mathis nourrir les oiseaux au bord du lac de l'Orangerie. « Personne n'est jamais totalement prêt à être parent, sourit l'assistante sociale. L'important est d'essayer chaque jour. » La transformation d'Elisabeth était visible pour tous ceux qui la connaissaient. La magistrate rigide avait laissé place à une femme plus accessible, qui avait appris à équilibrer l'autorité nécessaire à sa fonction avec une nouvelle chaleur humaine. Inspirée par son expérience personnelle, elle avait commencé à s'impliquer dans une association d'aide aux familles adoptives de Strasbourg, mettant son expertise juridique au service des parents et des enfants. Quant à Mathis, les cicatrices demeuraient, mais quelque chose avait changé dans son regard. L'amertume cédait progressivement la place à une curiosité prudente, parfois même à des éclats d'humour qui rappelaient étrangement ceux de sa mère biologique. Il alternait toujours entre rapprochement et distance, mais les périodes de confiance s'allongeaient, tandis que les replis sur soi devenaient plus brefs. Un soir, alors qu'il dînait dans le petit salon d'Elisabeth, Mathis lui tendit un dessin soigneusement plié. « J'ai fait ça pour toi », dit-il simplement, évitant son regard avec une timidité adolescente. Elisabeth déplia la feuille et resta sans voix. C'était un portrait d'elle, non pas en robe de magistrate, mais vêtue simplement au milieu d'un jardin débordant de fleurs aux couleurs éclatantes. Dans ce tableau imaginaire, elle souriait d'une façon qu'elle ne se connaissait pas elle-même. « C'est comme ça que je te vois maintenant », expliqua doucement Mathis. « Pas comme la juge, mais comme… » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Comme ta mère », proposa-t-elle, le cœur battant. Il hocha la tête, puis se concentra intensément sur son assiette. Le silence qui suivit n'avait rien de gênant. Il était chargé de toutes les choses non dites, mais profondément ressenties. Plus tard dans la soirée, alors qu'Elisabeth lui préparait un chocolat chaud, une habitude récemment instaurée, Mathis laissa échapper une phrase qui changea tout. « Merci pour le chocolat, maman. » Le mot était là, flottant entre eux, simple et pourtant monumental. Elisabeth sentit ses yeux s'emplir de larmes qu'elle ne chercha pas à retenir. Dans la cuisine de cet appartement strasbourgeois, 13 ans après une séparation douloureuse, deux âmes blessées commençaient enfin à guérir ensemble. Dehors, les lumières de Strasbourg scintillaient sur l'île, rappelant que même dans les nuits les plus sombres, l'espoir finit toujours par trouver son chemin. Chers amis, merci infiniment d'avoir suivi l'histoire d'Elisabeth et Mathis à travers les rues de Strasbourg. Nous espérons que ce voyage émotionnel au cœur de la réconciliation vous a touché autant qu'il nous a touchés en l'écrivant. Si leur parcours de guérison a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un j'aime à cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir chaque semaine de nouvelles histoires qui célèbrent la résilience humaine. Quelle partie de leur histoire vous a le plus ému? Partagez vos pensées dans les commentaires. Vos réflexions nous inspirent pour nos prochains récits. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure narrative qui, nous l'espérons, trouvera également le chemin de votre cœur.